Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au chapitre 2 de notre cours sur la thermodynamique, à savoir les systèmes fermés. Alors, on distingue en thermodynamique deux types de systèmes, des systèmes fermés et des systèmes dits ouverts. Dans un cas d'un système fermé, on va prendre un petit morceau de masse qu'on va isoler et sur lequel on va travailler et quantifier l'énergie perdue, transférée, etc. et les évolutions de température et de pression sur cette quantité de masse. Dans un système ouvert, bien, on va s'intéresser plutôt à un morceau de volume fixe et laisser traverser ce volume par un débit de masse et on va quantifier les transferts d'énergie entre le volume et l'environnement. Alors évidemment, les deux méthodes se valent, on va produire les mêmes résultats, mais dans un cas d'étude ou dans l'autre, eh bien, on aura des équations qui s'adapteront mieux à notre étude. Par exemple, tous les systèmes fermés, le modèle de système fermé s'adapte très facilement à tout ce qui est machine à mouvement alternatif. Par exemple, les moteurs de voiture, les pompes et les compresseurs, ainsi que de manière générale, toutes les machines avec des pistons et des cylindres. En effet, ce genre de machine, vous le verrez dans le cadre du cours de troisième, mais c'est l'image de gauche. On a des petits cylindres dans lesquels on va injecter du fluide, c'est de l'air et du carburant, pardon. On va fermer ce cylindre et ensuite on va comprimer, le chauffer, le détendre, le laisser partir, etc. Et donc c'est facile à un moment T d'isoler une partie de masse et de voir tout ce qui se passe dessus. Par contre, sur l'image de droite, on a l'image d'un turboréacteur ici. Et dans un turboréacteur, c'est un fluide qui est tout le temps en mouvement. L'air traverse ce turboréacteur et donc c'est impossible de définir à un moment T une masse de, 5 kg par exemple. Par contre, on peut définir des volumes. Alors on verra pour définir le système ouvert qu'on va définir des quantités infinitésimales de masse qui traversent. Mais ça, on verra ça dans le chapitre 3. Alors, bien concrètement, dans ce chapitre, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de quantifier le travail que peut générer un fluide dans un cylindre. Dans une voiture, pourquoi est-ce qu'une voiture fonctionne? Il faut que le moteur de la voiture soit capable de fournir plus de travail quand l'air dans le cylindre se détend que ce que ça lui a demandé de travail pour comprimer l'air. Alors on va quantifier tout ça, on verra. Et donc le principe c'est ça, on va avoir une quantité d'air qu'on va faire rentrer dans un cylindre, ensuite on va comprimer à l'aide d'un piston cet air, on va le brûler avec une source de chaleur, et en brûlant, je vais pas dire explosant parce que le terme est un peu, on verra ça dans les moteurs thermiques, mais donc en brûlant, cet air va dégager beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, et le piston va redescendre et alimenter une pile, manivelle, les roues, etc. Alors, voilà les premières conventions qu'on va étudier. On va étudier déjà la notion de ce qu'est un système fermé, et donc, alors là c'est un peu moche comme définition, mais il faut appeler un chat un chat. Un système fermé, qu'est-ce que c'est? C'est un sujet d'étude arbitraire, donc ça veut dire que c'est nous qui définissons le système, dont les frontières sont imperméables à la masse, donc ça veut dire que on a un ensemble donné de particules et que la masse de ces particules est toujours fixe. Alors les propriétés, que ce soit pression, température, volume, vont être amenées à changer, mais c'est toujours les mêmes molécules qui ne vont pas être mélangées à d'autres. Deuxième convention, c'est la convention de signe. Alors on définira toujours les flux rentrants comme étant positifs et les flux sortants comme étant négatifs. Alors j'entends par flux tout ce qui est travail, chaleur, énergie, etc. Et donc, ils sont représentés par des flèches rentrantes, de façon à pas jouer avec l'essence des vecteurs ici. D'ailleurs, c'est pas des vecteurs, ce sont des flèches pour simplement symboliser les modèles des flux. Et tout ce qui est positif est rentrant, tout ce qui est négatif est sortant. C'est comme mon compte en banque. Quand je gagne des sous, ça fait un petit plus. Quand je perds des sous, et j'en perds plus, ça fait des petits moins. Donc, il faut bien retenir. Rentrant, positif, sortant, négatif. Alors, c'est abstrait, On n'a pas du travail qui rentre dans un corps, d'accord? C'est un transfert de travail ou un transfert de chaleur qui peut être amené vers le corps ou qui peut sortir du corps qu'on étudie. Tout cela nous permet de définir le premier principe dans un système fermé. Donc je reviens sur ce qu'on avait stipulé dans le premier chapitre. On avait dit que le premier chapitre, ça voulait dire que l'énergie était indestructible. Alors on va écrire ça mathématiquement maintenant. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire que l'énergie est indestructible? Si on a 100 joules de travail qui
qu'on donne à un système fermé, et qu'il perd 80 joules sous forme de chaleur, eh bien ça veut dire qu'il y a 20 joules qui sont pas disparus. Ces 20 joules, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est l'énergie interne du corps, du système, qui a augmenté. Et donc, on traduira mathématiquement cela par W12 plus Q12 égale delta U. W12, ça veut dire que je fais un transfert de travail d'un état 1 vers un état 2, plus Q12, ça veut dire que là, je fais un échange de chaleur, un transfert de chaleur d'une référence 1 vers un état de référence 2, et c'est égal à delta U, c'est-à-dire que l'énergie interne de mon système fermé a augmenté. Donc, W et Q sont bien des transferts de chaleur, c'est pour ça qu'il n'est pas marqué delta, mais bien W12, tandis que delta U, là c'est bien une augmentation, donc une variation de l'énergie interne. On peut écrire ça sous forme spécifique, et donc s'affranchir des masses, et donc ça deviendra W12 plus Q12 égale delta U en minuscule, d'accord? Donc on a simplement tout divisé par la masse. Et on peut l'écrire aussi sous forme de notation infinitésimale ou différentielle. Et alors ici on écrit delta W plus delta Q égale DU. À noter que DU c'est donc la variation infinitésimale d'énergie interne, et le delta W et delta Q sont les transferts infinitésimales de chaleur et de travail. Alors, les opérateurs ici D et delta grec, c'est pas delta grand delta, c'est delta grec, ils ont le même sens mathématique. Ça représente des quantités infinitésimales. Mais ils ont des significations physiques qui vont être différentes. DU, c'est bien la variation infinitésimale. Tandis que delta, W petit q, ce sont des transferts infinitésimales. D'accord? Donc il faut bien faire la nuance entre transfert et variation. Mais au sens mathématique, ce sont tous les deux des opérateurs infinitésimales. On le verra par la suite. Alors aussi, petit aparté, quand on a un fluide qui est ramené de son état initial, enfin qui est ramené à son état initial, pardon, donc quand il a fait plusieurs transformations, mais que finalement toutes ces transformations l'ont conduit à revenir à son état initial de température, pression et de volume, eh bien on pourra dire qu'on travaille alors en cycle, et que le travail d'un cycle plus la chaleur échangée le long d'un cycle, tout ça vaut 0. Alors, on va maintenant s'intéresser au travail et quantifier le travail dans un système fermé. Alors, c'est un travail qui va être délicat et donc on va procéder par étapes de complexité. La première étape, on va simplement remplacer le fluide par un ressort. Ensuite, on va voir comment se comporte le fluide quand on le comprime de façon infiniment lente et enfin de façon rapide. Et donc, le premier travail qu'on va étudier, c'est le travail en fonction du volume avec un ressort. Alors, je ne reviens pas sur la mini-démonstration qu'il y a dans le cours, mais on va pouvoir définir le travail, échanger lors d'un état A vers un état B. Alors tout à l'heure j'avais écrit 1 et 2 dans l'équation du premier principe. Très bien, je le fais exprès un peu dans le cours de passer de 1 à 2, de A à B, de façon à voir qu'on peut jongler avec les références qu'on veut utiliser. Donc on a un état A, un fluide qui possède, enfin ici c'est un ressort, mais qui possède donc un certain volume, une certaine ici longueur, qui va se définir ensuite par de la pression et du volume, et un état 2 caractérisé par une pression 2, un volume 2, etc. Ou un état B, volume B, pression B. Et ce qui va lier le transfert de travail entre l'état A et l'état B, c'est la formule qui est moins l'intégrale de PdV. Alors, P, c'est la pression, et l'unité internationale, le système international de la pression, c'est le pascal, qui correspond à 1 newton par mètre carré. On utilisera beaucoup le bar, un bar qui est 10 exposant 5 pascal, et aussi on retrouve pas mal l'atmosphère qui correspond à 101 325 pascal. Mais ça c'est des unités qui sont dérivées. Donc l'unité internationale, j'insiste bien, c'est bien le pascal, parce qu'on va beaucoup travailler avec des bars dans les exercices, il faudra tout multiplier par 10 exposant 5. Donc je reviens pas sur la mini-démonstration dans le cours sur ce point-là. Si vous avez une question, vous reviendrez vers moi sur Teams, ou Moodle, ou par mail, ou bien en commentaire. Alors maintenant, on va s'intéresser au travail d'un fluide en évolution infiniment lente. Alors lorsqu'on va comprimer un fluide, eh bien les molécules à l'intérieur du fluide vont se rapprocher les unes des autres. On le voit ici,
les molécules qui étaient dans un état A ici vont passer à un état B qui est là, et les molécules vont être plus proches les unes des autres. Ce faisant, les collisions entre elles et les parois vont devenir plus fréquentes. Et la représentation macroscopique de la collision des molécules avec les parois, c'est ce qu'on appelle la pression. Du coup, la pression va augmenter entre l'état A qui est ici à gauche, et l'état B qui est ici à droite. Alors on peut constater que lorsque le mouvement est infiniment lent, le fluide se comporte exactement comme un ressort. Et du coup, les équations qu'on a définies juste avant sont les mêmes. Le travail échangé entre un état A et un état B, c'est toujours égal à moins l'intégrale de PDV. Cependant, le ressort ici se comporte comme un ressort assez particulier, qui est un ressort du type où les gaz voient leur pression et leur volume liés par une relation du type PV exposant K égale à une constante. Avec K qui est une constante qui dépend du fluide. Alors on peut représenter ici dans un diagramme pression-volume l'évolution du gaz. Alors si jamais ça avait été un ressort simple, on aurait eu une droite ici. Ici c'est pas le cas, on a un ressort qui se comporte comme un ressort PV exposant K égale une constante. Donc on a ici ce à quoi ressemble le profil de la courbe. À noter aussi que lorsqu'on comprime un gaz, un fluide, on peut lui apporter ou pas de la chaleur. Si on lui apporte de la chaleur pendant la compression, on va durcir en quelque sorte son comportement, donc avoir affaire à un espèce de ressort à spire progressive. À l'inverse, si on lui prélève de la chaleur pendant la compression, la pression augmente moins vite. Et donc les transferts de chaleur vont faire varier la quantité de travail à fournir pour comprimer le fluide. On a le cas particulier qui est le cas adiabatique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par adiabatique? Adiabatique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange de chaleur. Donc, Q de A vers B égale 0. Attention que adiabatique, ça veut dire donc pas d'échange de chaleur, ça ne veut pas dire à température constante. On parle de transformation à température constante, on dit le terme isotherme. Donc, à pas confondre, on peut très bien modifier la température sans apporter de chaleur. Si jamais je prends un cylindre et que je comprime et que je m'arrange pour enlever ou que je l'isole thermiquement plutôt, je vais transformer ça en système adiabatique, donc je vais éviter les échanges de chaleur vers l'extérieur et pourtant la température à l'intérieur va augmenter. Un peu comme quand on gonfle un pneu de vélo, on voit que ça chauffe. Alors on va maintenant parler du travail d'un fluide en évolution rapide. Alors là, les choses se compliquent parce que il va apparaître un phénomène particulier qu'on va appeler l'irréversibilité. En effet, lorsque je comprime très rapidement un fluide, qu'est-ce qui va se passer? Je vais comprimer premièrement les molécules proches du piston ici. Donc on voit les molécules proches du piston vont se comprimer plus vite que la pression moyenne dans le fluide. Alors à terme on va arriver à la même chose, mais on voit qu'on a une petite surpression locale ici dans mon cylindre. À l'inverse, lorsque je détends, si je détends très vite, je vais créer ici une dépression locale à la tête de mon piston, puisque les molécules n'ont pas eu le temps de se réorganiser correctement dans mon cylindre. C'est un peu comme si je prenais une caisse que je mettais dans l'eau et que je la faisais avancer très vite, on va avoir une espèce de vague apparaître, un front de vague qui va apparaître sur mon profil ici de ma caisse. Alors, du coup, ça veut dire que lorsqu'on a une compression brutale, la pression sur la paroi du piston va être plus grande, et donc on va avoir besoin de plus d'énergie pour arriver finalement à la même chose que si finalement on avait un système en évolution lente. On appelle ce phénomène l'irréversibilité. Alors on a un exemple ici sur le graphique, on voit si jamais on avait eu une évolution normale ici en noir, enfin une évolution lente ici en noir, le profil à la tête, vraiment à la tête du piston ici, de la pression, qu'est-ce qui se passe, et les propriétés du fluide en évolution rapide, qui est la flèche rouge ici, que ce soit en compression ou en détente. Alors, ce phénomène de réversibilité, il a été beaucoup travaillé par Richard Feynman. Alors Richard Feynman, qui était un physicien qui a travaillé entre autres à Caltech, prix Nobel. Si vous avez regardé Big Bang Theory, on parle beaucoup de Richard Feynman dans cette série. Alors Richard Feynman dira simplement, en gros, sans vouloir trop le paraphraser,
que d'où ça vient l'irréversibilité. Il s'est beaucoup posé la question parce que si jamais on s'intéresse uniquement aux lois de Newton, eh bien, on peut pas considérer que la nature répond tout le temps une solution valide lorsqu'on remplace t par moins t dans une équation. D'ailleurs, à grande échelle, hein, la nature n'est pas réversible, et on essaiera de quantifier cette irréversibilité quand on parlera d'entropie dans le chapitre 8, si j'ai bonne mémoire, et on verra si on peut définir si une transformation va être réversible ou non, et à quel point elle va être irréversible. En attendant, on mettra quelques hypothèses simples. Hein. On dira que pour qu'une transformation soit réversible, il faut que l'évolution se fasse sans frottement. Il faut que la pression à l'intérieur du fluide soit homogène. Et il faut essayer que la différence de température entre le fluide et son environnement soit infiniment petite. Alors évidemment, ce que je viens de citer, dans la pratique, c'est impossible. Hein. Toute application, que ce soit dans un moteur ou autre, ne peut pas se réaliser avec ces conditions. Toutefois, on va utiliser le modèle de réversibilité pour poser la limite théorique de nos évolutions qu'on étudiera. Donc on étudiera toujours nos moteurs ou nos transformations en disant, ben voilà, ça c'est le modèle parfait, hein, c'est son travail en pleine réversibilité, donc on obtient des modèles théoriques parfaits. Il faut comprendre que ces modèles ne seront pas parfaits dans la réalité. Alors, on peut aussi quantifier la chaleur hein, dans un système fermé. Si jamais on sait quantifier le travail, comme on sait que W12 plus Q12 égale delta U, on peut quantifier l'échange de chaleur en faisant simplement delta U moins le transfert de travail qu'on a obtenu dans nos calculs. Voilà, j'ai été assez vite, hein, donc n'hésitez pas à bien relire, à bien réécouter, à venir poser des questions si vous en avez. Il y a des exercices qui vont être déposés sur Moodle hein, pour un peu mettre ça de façon plus pratique, ça va être un peu plus facile à comprendre. En attendant, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.